Bonjour à toutes et à tous. Le réseau des diplômés et des donateurs de l'Université de Montréal vous souhaite la bienvenue à l'événement virtuel d'aujourd'hui. Mon nom est Karine Plouffe. Je suis conseillère aux relations avec les diplômés de la Faculté de médecine vétérinaire et j'aurai le grand plaisir d'animer la discussion d'aujourd'hui qui a pour thème Adoption des animaux, impact de la COVID-19. Depuis le premier confinement, une hausse importante de l'adoption d'animaux a été constatée au Québec et au Canada pour atteindre son apogée en septembre 2020. Aujourd'hui, nous ferons le point sur les impacts psychologiques et les enjeux sociaux de cette hausse. L'objectif sera de sensibiliser et d'analyser les répercussions actuelles et futures sur la population, les animaux et les professionnels de la santé animale. Mais avant de vous présenter nos deux invités, je cède d'abord la parole à ma collègue Amira Amrad, conseillère aux relations avec les diplômés de la Faculté des arts et des sciences et qui a organisé l'activité avec moi. Bonjour Amira. Bonjour Karine, merci. Je suis très heureuse d'avoir participé à l'organisation de la conférence d'aujourd'hui. C'est le fruit d'une belle collaboration entre la Faculté de médecine vétérinaire et la Faculté des arts et des sciences. Chers membres du public, si vous avez des questions pour nos deux invités, vous pouvez nous les acheminer en tout temps en utilisant le bouton questions-réponses situé au bas de votre écran. Nous tenterons de répondre à un maximum de questions dans la deuxième partie de cette discussion. Sans plus tarder, Karine, je te laisse nous présenter nos deux invités. Pour ma part, je vous retrouverai un peu plus tard pour la période de questions du public. Merci Amira et on se voit tout à l'heure. Notre première panéliste est Dr Marion Desmarchelier, professeure adjointe à la Faculté de médecine vétérinaire. Elle est diplômée de l'École nationale vétérinaire de Lyon depuis 2003. Elle a tout d'abord exercé en pratique mixte, puis auprès d'animaux de compagnie et exotiques. C'est en 2013, après 4 années comme professeure à l'île du Prince-Édouard, qu'elle vient au Québec et entreprend une deuxième spécialisation en médecine du comportement animal à la Faculté de médecine vétérinaire. Elle est actuellement professeure en médecine du comportement à cette même faculté. La docteure Desmarchelier s'intéresse particulièrement à l'évaluation objective du bien-être et du stress chez toutes les espèces animales, des chiens aux baleines. Elle est aussi engagée dans plusieurs projets impliquant les liens homme-animal dans l'approche d'une seule santé. Docteur Marion Desmarchelier, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation aujourd'hui. Mais merci à vous. Notre second panéliste, Renaud Dufour, possède un baccalauréat et une maîtrise en psychologie de l'Université de Montréal. Il y poursuit présentement un doctorat en psychologie sous la direction de Steve Geffrion et de Sonia Lupien. Il est aussi assistant de recherche au Centre d'études sur le trauma, au Centre de recherche de l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal, et ce, depuis 2017. Il a aussi rejoint en décembre 2020 le conseil d'administration de Taisez-vous, un OBNL qui offre des outils et services pour soutenir les étudiants universitaires dans leur rédaction. Ses champs d'intérêt de recherche portent principalement sur les interventions ciblant le stress et l'anxiété chez les jeunes, en particulier celles assistées par l'animal. Dans le cadre de sa thèse, il étudie l'effet des chiens de soutien émotionnel sur le stress des enfants lors d'un accompagnement à la Chambre de la jeunesse. Bonjour Renaud. Bonjour, ça me fait plaisir d'être là aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, pardon. Donc, sans plus tarder, nous allons débuter la discussion avec vous, Marion. Il semble qu'il y aurait eu un sondage qui a été effectué par le Narrative Research en novembre dernier, montrant que les Canadiens ont été plus nombreux qu'à l'habitude à avoir adopté des animaux de compagnie depuis le début de la pandémie. Il semble que plus de 18 des propriétaires canadiens auraient eu leur animal dans la dernière année. Marion, qu'est-ce qui, selon vous, explique cette hausse? Alors oui, ça a été assez spectaculaire, cet effet-là des adoptions pendant la pandémie. Je pense qu'il y a toujours autant de raisons d'adoption qu'il y a de personnes qui vont adopter des animaux. Heu, on C'est un choix, très, très personnel. C'est certain que l'année dernière, quand on s'est tous retrouvés, en confinement, la vie a changé, beaucoup de gens ont eu le temps de repenser un petit peu leurs priorités. Et suite à ça, beh, effectivement, on a commencé à avoir cette vague d'adoption. Alors est-ce que un certain nombre de personnes se sont retrouvées isolées et ont ressenti le besoin d'avoir un compagnon, animal, pour être moins seules en télétravail? Hem
Est-ce que, certaines personnes, des familles, qui se sont retrouvées en confinement avec les enfants à la maison, ont pensé que c'était le bon moment de réaliser ce projet qu'ils avaient peut-être depuis longtemps et pour lequel ils avaient jamais le temps avec toutes les activités ou les voyages aussi prévus. C'est sûr que c'est plus facile quand on est à la maison, de s'occuper surtout d'un jeune animal qui prend beaucoup de temps au début. Donc, le fait que nos habitudes aient changé, ça a, laissé une certaine place probablement pour les animaux. Il y a aussi le fait qu'on a vu un espèce de retour à la nature, hein, d'une certaine façon. Il y a beaucoup de gens qui sont allés à la campagne, qui ont un petit peu fui les villes pour le télétravail et c'était un petit peu plus facile probablement pour ces gens-là d'avoir, un chat, un chien, voire même des poules, hein. On a eu une explosion d'adoption des poules l'an passé. Donc, les animaux partenaires de jeu, partenaires dans le travail, qui nous donnaient la chance d'aller nous promener, pendant le confinement. Beaucoup, beaucoup de raisons. C'est vraiment très, très intéressant. Merci beaucoup, Marion. Je me tourne maintenant vers Renaud pour discuter des bienfaits d'un animal sur la santé mentale. Plusieurs études démontrent que les animaux de compagnie ont des effets positifs sur la santé mentale, tant chez les adultes que chez les enfants. Par exemple, on peut observer une diminution du stress et de l'anxiété. Renaud, vos recherches portent principalement sur les interactions humains-chiens. Pouvez-vous nous expliquer les effets de ces interactions sur la santé mentale, surtout pendant des périodes propices au stress, comme ce qu'on vit actuellement? Et il faut dire que ça fait maintenant plus d'un an qu'on vit peut-être à différents moments un certain niveau de stress dû à la pandémie. Oui, ben, pour répondre à cette question, il faut d'abord comprendre que malgré qu'il y a une popularité de la vision de l'animal comme une ressource pour le bien-être psychologique, au niveau de la recherche, on manque encore à plusieurs égards de données probantes pour vraiment, avec certitude, s'avancer sur quels sont les bénéfices de l'interaction avec l'animal, dans quel contexte ces bénéfices apparaissent et par quel mécanisme. Il faut aussi dire que la recherche qui se fait sur l'intervention assistée par l'animal, donc dans le cadre desquels l'animal est généralement euh, supervisé par des professionnels, qui est utilisé avec une fin qui est spécifique, cette recherche-là produit des résultats qui sont des fois difficilement transférables à la possession d'animal de compagnie, parce que posséder un animal de compagnie, c'est un phénomène qui est très large, qui est très complexe aussi, puis très hétéroclite, qui va aller rejoindre beaucoup de gens, beaucoup de types d'animaux aussi. Par contre, il est vrai qu'il y a certaines études qui soulignent qu'il y aurait des bénéfices à être propriétaire d'animal de compagnie en matière de bien-être psychologique. Donc, pendant des périodes d'adversité, généralement, ou des situations de stress, on aurait remarqué dans certains cas une diminution du stress ou de l'anxiété, donc une aide à la gestion de ces problématiques-là, et aussi de la diminution de la détresse. Lorsqu'on parle, par exemple, de certaines personnes qui vivent avec une problématique d'isolement, on a remarqué dans certains cas que d'avoir un animal de compagnie avec lequel bâtir une relation de confiance, ça peut amener l'animal à devenir, dans le fond, une forme de soutien émotionnel pour les individus. Ça peut les aider à faire diminuer leur sentiment de solitude. Mais en termes de possession de l'animal, c'est certain que certains des autres bénéfices qu'on remarque se situent davantage au niveau du style de vie. Au fond, l'animal peut devenir une forme de force structurante dans la vie des individus. Il nous amène à maintenir un certain rythme de vie pour s'occuper de l'animal, donc pour le sortir, pour lui donner à manger, ce qui, dans des périodes dans lesquelles il y a une perte de repères, ça peut certainement avoir des bénéfices pour des personnes, mais il y a aussi pour les animaux qui demandent de sortir dehors, d'aller les promener, comme les chiens, on remarque que ça peut être une source d'activité physique, donc une motivation à sortir dehors lorsqu'on n'a pas forcément autrement cette motivation-là. Puis on sait que l'activité physique en général est associée à des bénéfices en termes de bien-être. Donc, pour des personnes durant la crise qu'on a vécue, c'est certain que l'animal peut avoir différents égards une aide, peut être un facteur qui a permis de passer à travers certains épisodes difficiles. Donc, si je comprends bien et si je résume bien, même si on n'a pas encore énormément de recherches sur le sujet, on peut quand même s'avancer pour dire que l'animal peut nous donner un soutien émotionnel peut-être immédiat et donner aussi une structure dans notre vie quotidienne. C'est ça, c'est qu'il y a certains bénéfices du moins qui sont suggérés. Même si on s'avance avec prudence, je pense qu'on peut remarquer actuellement dans la littérature qu'il y a de différentes manières dans lesquelles les animaux peuvent nous apporter des bénéfices. Très, très intéressant. Merci beaucoup, Renaud.
La crise de la COVID-19 a provoqué un véritable flambée des prix des animaux de compagnie. En raison de la forte demande, le peu d'animaux disponibles, surtout les chiens et les chats, ça peut devenir une problématique. Les gens désirent adopter rapidement et malheureusement, ils se tournent souvent vers des petites annonces ou trouvent en ligne des éleveurs qui sont non professionnels. On peut même dire que ça peut être des usines à chiots. Il y a des chiens et des chats qui sont vendus jusqu'à 3 fois plus cher. Marion, quel est le portrait de la situation et quels conseils donneriez-vous pour éviter les arnaques? Oui, tout à fait, Karine. En fait, c'est certain que malheureusement, le marché des animaux de compagnie, est lui aussi soumis à la loi de l'offre et de la demande. Et quand on a vu effectivement, la demande exploser, beh, l'offre a dû s'ajuster. Donc avant la pandémie, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà pour adopter un chien ou acheter un chien d'un éleveur, qu'il soit professionnel ou qu'il le fasse pour le plaisir, mais un éleveur qui soit, compétent, ça prenait du il y avait toujours des délais d'attente, hein. C'est pas facile d'acheter un chien comme ça. Il faut s'y prendre à l'avance, planifier ça correctement. Par contre, c'est vrai que dans les refuges, on avait toujours de la disponibilité pratiquement. Les refuges ont toujours trop d'animaux. Donc ça a été un des bienfaits de la pandémie de vider les refuges pendant un certain temps. On ne peut pas se plaindre de ça. Malheureusement, une fois que tous les animaux qui cherchaient une famille ont été adoptés et que certaines personnes se sont rendues compte qu'effectivement les prix montaient et que ça pouvait devenir un marché lucratif, on a vu, un certain nombre de problèmes fleurir comme, effectivement des chiens vendus par petites annonces à des prix complètement exorbitants, des chiens adultes, donc des gens qui revendaient leurs propres animaux de compagnie, Mmh. pour de l'argent. Alors bon, ça peut, être très compréhensible aussi, mais c'est surprenant. C'est un phénomène qu'on n'avait jamais vu avant. Et puis, aussi des gens qui se sont dit qu'ils pouvaient faire de l'argent en élevant des animaux. Donc, je les appellerais pas nécessairement des éleveurs, plutôt des reproducteurs, donc des gens qui ont commencé à essayer de faire reproduire des animaux, de produire des animaux. Et ça, malheureusement, c'est pas toujours compatible avec la santé et le bien-être des animaux. Parce que, ça prend quand même, des compétences et des connaissances pour faire ça. Les animaux doivent être en bonne santé, doivent avoir une certaine sélection génétique des parents, et les faire vacciner, les vermifuger, bien s'en occuper, les sociabiliser en jeune âge et malheureusement, c'est pas toujours, ça n'a pas toujours été bien fait et donc on a, un certain nombre de problèmes. Les gens qui payent des prix exorbitants pour des animaux qui ne sont pas de qualité dans le sens où leur santé et leur bien-être ne sont pas optimaux. Oui, tout à fait. C'est assez malheureux d'entendre des histoires comme celle que vous avez, mentionnées, donc il faut être plus vigilant puis peut-être, prendre un pas de recul, je dirais, avant peut-être d'adopter un animal pour s'assurer de trouver, les bons éleveurs. Oui, Merci. Oh, allez-y, en désolée. fait, et justement, peut-être qu'on pourrait, recommander aux gens comment éviter, certaines arnaques ou comment, trouver les bons, heu, les bonnes personnes en fait, parce que, ce sont des erreurs qui peuvent coûter cher au final. Non pas juste, j'ai mentionné le prix d'achat, mais en fait un animal en mauvaise santé, pourrait coûter très, très cher en soins vétérinaires. Un animal adopté qui va avoir des problèmes de comportement, pourrait ne pas du tout répondre, aux besoins de la personne. Renaud a mentionné pourquoi on voulait avoir des animaux pour notre bien-être mental, mais si le chien il est très anxieux, qu'il aboie toute la journée, qu'il a de nombreux problèmes de comportement, ça peut rajouter des problèmes, au propriétaire plutôt que de l'aider dans sa qualité de vie. Donc c'est vraiment important d'aller demander à voir les parents, par exemple, je sais que c'est un peu compliqué, mais même en période de pandémie, on peut quand même rencontrer les chiens dehors, aller se promener. Il y a quand même toujours des choses qu'on peut faire en respectant, les, les recommandations de la santé publique et puis, toujours bien faire appel à des professionnels. Quand on a des questions ou quand on sent que c'est louche, il vaut mieux se méfier et puis demander à des bons professionnels comme, évidemment des médecins vétérinaires ou des éducateurs canins, confirmés, heu, professionnels. Oui, tout à fait. Faut doubler de vigilance, comme on Mmh mh. dit. Merci beaucoup, Marion. Renaud, un peu plus tôt, nous avons discuté des bienfaits des animaux sur la santé mentale. Est-ce qu'en revanche, l'adoption d'un animal pendant la pandémie peut aussi apporter son lot de stress et comment?
Oui, ben, tout d'abord, je pense qu'il faut voir qu'au niveau des études, c'est pas toutes les études qui reconnaissent ou qui observent des bénéfices pour tout le monde. Ce qui est normal d'une certaine façon parce que on peut s'imaginer qu'il y a certaines personnes, par exemple, qui sont déjà bien entourées, qui font déjà de l'activité physique, pour lesquelles l'adoption représente un bénéfice qui est assez marginal, voire non significatif. Il faut aussi dire que d'un autre côté, et on doit être prudent lorsqu'on parle, par exemple, d'un effet thérapeutique sur, par exemple, des troubles de l'anxiété, sur des dépressions généralisées, donc des personnes qui ont des problèmes diagnosticables en santé mentale. Euh, il faut voir que peut-être que l'adoption de l'animal ne va pas avoir un effet particulièrement prononcé pour eux. Donc, il faut avoir des attentes réalistes de ce côté-là. Cependant, comme le mentionnait Marion, il y a aussi en effet ça peut être il peut avoir des effets négatifs à avoir être propriétaire d'animal. Ça peut être une source de stress. Donc, l'animal peut lui-même vivre de l'anxiété, du stress et nous le communiquer. Il faut aussi comprendre que acheter un animal, donc devenir propriétaire, surtout quand c'est notre premier animal, quand c'est un animal qui est jeune, par exemple, c'est une source importante de responsabilité. Ça demande un grand investissement personnel. Puis ça peut venir avec des bouleversements d'un point de vue de rythme de vie. Ça peut être une source de distraction. Puis par conséquent, ça peut être une source de frustration. Donc, surtout quand on est pris à l'intérieur, par exemple, à cause du confinement, puis qu'on est pris avec l'animal, la cohabitation, donc, peut devenir une source de frustration puis d'anxiété. D'une autre part, comme je le mentionnais aussi, Marion, il y a des coûts qui sont importants, qui sont liés avec un animal, des coûts parfois imprévus au niveau de la santé de l'animal, au niveau de tout ce que ça représente. Puis dans une période comme actuellement, dans laquelle il y a beaucoup d'insécurité financière, on peut facilement imaginer qu'un imprévu comme ça vienne rajouter sur un stress qui est déjà très présent. Donc, à différents égards, c'est sûr que avoir un animal de compagnie, ça peut avoir un certain nombre de bénéfices, mais il ne faut pas omettre l'idée que euh, ça peut venir avec un certain nombre de complications puis d'imprévus. Donc, il faut être préparé à ça. Oui, ça pourrait être tout simplement un déménagement ou les vaccins. Donc, si on a un budget un peu plus serré, ça peut être un peu plus difficile et ça peut amener aussi un stress de plus, là. Oui, tout à fait, exactement. Puis, il faut voir que, surtout si on a il y a un engouement en termes de prendre possession de l'animal, d'en avoir un pour meubler notre vie, peut-être qu'on n'est pas toujours préparé à ce que ça représente en termes d'investissement de notre temps, d'investissement personnel. Donc, pour des personnes qui sont peut-être moins bien préparées, justement, cette surprise-là peut être excessivement difficile à vivre. Ça peut demander beaucoup d'adaptation en rapidement peu de temps. Merci beaucoup, Renaud. Euh, il y avait déjà une pénurie de vétérinaires avant la pandémie et la crise sanitaire est venue aggraver la situation. Non seulement le confinement a entraîné une vague d'adoption, mais chaque consultation chez le vétérinaire prend 2 fois plus de temps en raison des exigences sanitaires. En novembre dernier, l'Ordre des médecins vétérinaires du Québec a effectué un sondage auprès de ses membres. On y révèle que 90 des établissements vétérinaires refusaient des patients durant cette période. On indique aussi que 87 des vétérinaires se disent à bout de souffle. Marion, quelle est la situation aujourd'hui et quelles sont les répercussions de la pandémie sur les travailleurs de la santé animale? Oui, alors en fait, ce qu'il faut savoir, que les gens ne le savent pas nécessairement, mais il y avait déjà un gros problème chez les vétérinaires avant la pandémie. Donc, la pandémie est pour nous, comme pour beaucoup d'autres professions ou beaucoup d'autres situations, quand ça allait bien, ça nous a déstabilisés un petit peu, mais les domaines où ça allait déjà pas très bien, la pandémie a été un petit peu la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. Il faut savoir que les vétérinaires, et même en fait, en règle générale, même les techniciens, les techniciennes, on a des taux de suicide beaucoup plus élevés que la population générale, hein, de 3 à 4 fois plus élevés. Donc on est une population, à risque au niveau, santé mentale pour de très nombreuses raisons. C'est assez complexe, évidemment, on ne les comprend pas encore toutes, sinon on aurait réglé le problème déjà, j'espère. Hem Mais donc la pandémie a rajouté sur une profession déjà en difficulté, une charge,
de travail gigantesque, dans un contexte très difficile parce que pour nous, on s'est retrouvés travailleurs essentiels, hein, pendant le confinement parce qu'on ne peut pas arrêter de soigner les animaux. Mais tout en n'ayant pas un vrai statut de travailleur essentiel et cette espèce de dichotomie-là, elle est difficile à vivre pour les vétérinaires, dans le fait que, on le voit bien, hein, on a été très nombreux à se porter volontaire pour aller vacciner, il y a beaucoup de choses, on est des professionnels, mais on a une formation médicale, on est capable pour beaucoup d'entre nous de faire marcher des ventilateurs ou toutes sortes de choses. On est vraiment capable d'aider au niveau, humain, santé humaine et on l'a fait, notre implication, peut être importante et utile. Par contre, on n'est vraiment souvent pas reconnu comme tel, et la charge de travail ayant encore plus augmenté, c'est devenu difficile. Après, les vétérinaires ont rencontré les mêmes difficultés que les autres professions, hein, on a des enfants, qui ont des écoles qui ferment. On a eu, bon évidemment pendant le confinement, mais avec les cas contacts, donc il y a moins de personnel. Comme tu l'as mentionné Karine, il y a les on doit désinfecter, on doit parler aux gens par téléphone ou sur le stationnement. Tout est plus compliqué, comme pour tout le monde, hein. Mmh. Et malheureusement, effectivement, ça se reflète sur le nombre de consultations qu'on peut voir parce que, les journées n'ont que 24 heures. D'ailleurs, un phénomène, nouveau, chez les urgences vétérinaires, il n'y avait jamais eu d'attente. C'était quelque chose qui était habituel pour les urgences pour les humains, mais chez les vétérinaires, il n'y avait jamais eu d'attente et c'est quelque chose qu'on a commencé à voir. On a commencé à avoir des services d'urgence qui réduisaient leurs heures, qui réduisaient leurs capacités, donc c'est difficile. On a même aussi des nouvelles maladies, pas des nouvelles maladies, mais des maladies qu'on ne voyait pas très souvent, qui sont liées à la pandémie et qu'on va voir de plus en plus chez les animaux. Un exemple assez, flagrant, c'est celui des cystites, donc des maladies, comme une sorte d'inflammation urinaire de la vessie des chats liées au stress. Les chats, ont pas tous bien vécu, le fait qu'on soit toute la famille à la maison 24 heures sur 24 et en lien secondaire à l'anxiété, il y a des maladies spécifiques qui vont se développer, et qui vont encore une fois, rajouter à la charge, des urgences vétérinaires. Donc effectivement, on va pas, je veux dire, faut pas quand même, comparer. J'imagine que la situation dans les hôpitaux et des professionnels de la santé est extrêmement difficile. Mais c'est vrai que nous, on a vécu certaines difficultés aussi, et que malheureusement, ça se manifeste par une attente parfois longue pour les choses qui ne sont pas urgentes. Donc, on a demandé un petit peu la compréhension du public, pour ça, mais c'est clair que tous ces nouveaux petits, chiots et chatons adoptés, ils aimeraient être vaccinés dans les bons délais et ça a posé certains problèmes. Oui, effectivement, donc ça demande de recréer un tout nouveau système, surtout, comme vous avez dit, vous avez des files d'attente pour les urgences, ce qui est pas rien et ça demeure, que comme les professionnels de la santé, humaine, c'est une vocation et on doit aussi, disons, gérer peut-être avec les émotions humaines aussi, donc ça peut être exigeant là, pour un médecin vétérinaire. Ouais, tout à fait et puis, les c'est sûr que ne pas être capable d'être là pendant la consultation de son animal, ne on a fait des exceptions, des ajustements très, très, très particuliers pour ne pas qu'il y ait de contamination, par exemple, au moment des euthanasies. Des animaux, on peut pas il y a des choses qui humainement ne sont pas possibles, on peut pas tout empêcher, le lien, Renaud en a bien parlé, hein, le lien, homme-animal est quand même extrêmement fort donc c'est sûr qu'on a été pris un petit peu entre ça, les demandes de la santé publique et cetera, donc ça a compliqué nos journées, et nos nuits, pas mal. Donc soyons doux avec nos vétérinaires et soyons Oui. patients aussi. Renaud, on dit souvent que, le chien est le meilleur ami de l'homme. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment se traduit cette chimie et pourquoi le chien est l'animal de choix en termes d'adoption, mais aussi dans les cas d'intervention? Oui, ben, c'est une question quand même complexe, mais pour y l'aborder, je pense qu'il faut comprendre d'abord que le chien a une position assez particulière dans notre culture. Donc, dans notre société, on représente cet animal-là, comme tu le disais, comme le meilleur ami de l'homme. Puis ça crée une sorte d'effet d'entraînement, certainement, une sorte d'engouement pour cet animal-là. En termes d'intervention aussi, il y a une sorte d'effet d'entraînement qu'on peut voir qui est que c'est l'un des animaux qui est le plus utilisé. Par conséquent, sur lequel les plus d'exemples et de recommandations sont basés. Il y a plus d'études qui se font pour en tester la validité. Donc, ça crée d'autres programmes qui se créent à partir de ce modèle-là.
Cependant, de dire ça, ce n'est pas sous-entendre que l'animal ne possède pas en lui-même des caractéristiques qui font qu'il est recherché. Donc, c'est certain que les chiens font partie d'une espèce qui est sociable, une espèce qui a aussi une morphologie qui la rend apte à nous suivre dans nos espaces de vie puis à y vivre aussi. Puis, c'est aussi des animaux qui, à travers leur longue histoire de coévolution avec nous, ont été le sujet d'un certain nombre d'adaptations. Donc, il faut comprendre que le chien, c'est un animal qui peut non seulement être confortable avec la présence humaine, mais aussi va la rechercher activement. Donc, lorsqu'on, par exemple, on parle d'un chien qui est un animal de compagnie, on voit des cas dans lesquels le chien, lorsqu'il est stressé, va aller chercher la présence de son propriétaire pour l'aider à diminuer, au fond, son stress, pour l'aider à gérer sa propre anxiété. Puis on voit que dans des cas dans lesquels il y a des abandons, qu'il y a des séparations avec l'animal, que on note une détresse chez l'animal. Donc, il y a un stress qui est créé chez l'animal lorsqu'il est séparé de ses propriétaires. Il faut aussi dire que le chien, c'est un animal que nous, on a une certaine facilité à lire d'un point de vue émotionnel, de comprendre lorsqu'il est joyeux, lorsqu'il est agressif. Mais c'est aussi un animal qui a une facilité à nous lire émotionnellement, donc à reconnaître nos signaux émotionnels, puis à s'y adapter. Puis au-delà de reconnaître nos émotions, on remarque dans certaines études que le chien est très apte à reconnaître nos signaux sociaux. Donc, il y a des études qui se font chez des chiens assez jeunes dans lesquels on cache, par exemple, un objet, puis on demande à l'animal de le retrouver purement à partir de la direction de notre regard, de notre gestuelle, notre ton de voix. Puis dans ce genre de tâches-là, le chien, même très jeune, performe particulièrement bien, même à comparer à des loups, mais aussi dans certaines études à comparer à certains de nos cousins primates, en fait. Donc, c'est des êtres qui, de notre perception, manifestent un grand intérêt pour nous, qui nous, de notre perception encore, nous renvoie l'amour qu'on leur donne. Puis par conséquent, ça donne naissance, encore une fois, à cette image qu'on a du chien, qui est d'un être qui est suffisamment humain pour qu'on le considère comme une partie de nos relations, qui fait partie de notre famille, que c'est un ami, c'est un enfant, puis qu'on lui reconnaît son intériorité, on lui voit des émotions, on lui voit une personnalité, mais d'un autre côté, il n'est pas suffisamment humain pour qu'on vienne avec toutes ces complications des relations interpersonnelles humaines. Donc, il n'y a pas forcément d'arrière-pensée, il n'émet pas de jugement, par exemple, sur nos choix de vie. Euh, c'est un être qui est à l'extérieur de ces considérations-là, puis donc, on voit chez des participants d'intervention qui est considéré comme une présence non jugeante, aidante. Je pense que pris ensemble, ça donne justement un animal qui est prisé autant pour être un compagnon de vie que pour aider, soutenir dans le fond dans des interventions auprès de publics particuliers. Vraiment très, très intéressant. Puis, c'est pas d'hier hein, qu'on voit des films avec des chiens. Hein. Il y a vraiment une connexion spéciale avec cet animal. Là. Oui, ben, comme je le disais justement, de le voir constamment présenté dans les films, tout ça, ça donne aussi cette image-là, cette vision de l'animal pour à tort et à travers. Donc, des fois, ça ne nous prépare pas forcément à la réalité d'avoir un animal de compagnie, mais très certainement, il y a, on pourrait dire que cette vision du chien comme cet ami de l'homme, elle n'est pas partie forcément de nulle part. Il y a un certain nombre de caractéristiques, de critères qui nourrissent cette image-là qu'on entretient de nos compagnons canins. Très intéressant. Merci, Renaud. Un jour, on va retourner à une vie plus active hors du foyer qui nous obligera à être moins présents pour notre animal. Marion, est-ce que les vétérinaires appréhendent des répercussions chez l'animal lors de la séparation? Oui, oui, oui. Alors on est quand même un petit peu inquiet parce qu'il y a, un grand nombre de chiots qui ont été adoptés pendant la pandémie et qui n'ont pas eu les conditions de développement normal, c'est-à-dire d'être sociabilisés avec de nombreuses personnes différentes, de nombreux endroits différents, et d'apprendre en jeune âge d'être laissés seuls. Donc, ces apprentissages-là vont devoir se faire plus tard, dans une période qui peut-être est un petit peu moins propice pour le développement du cerveau. Donc, il y a une grande inquiétude à ce niveau-là. Euh, en fait, ce que le message que je voudrais passer
en quelques secondes. Oui, Mani, Ah, tu on attends? attend un chat Je suis live. désolée, évidemment. C'est mon vieux chat qui ne peut pas monter sur le bureau tout seul, et qui n'arrêtera pas de miauler, donc il va être juste à côté de moi. Mais, ce que je veux passer comme message, c'est qu'il faut quand même pas trop s'inquiéter. La plupart de ces chiens-là sont très résilients et vont être capables, de s'ajuster et de s'adapter. Et pour ceux qui vont avoir plus de difficultés, qui vont développer certains troubles anxieux, ça se traite très bien, même chez le chien. Les vétérinaires, on a des solutions en partenariat avec des comportementalistes ou des éducateurs canins, qui vont, on peut tout à fait traiter ça. Donc, un chien qui n'avait jamais été laissé seul, qu'on va laisser seul quand on va retourner, au travail, au bureau, ce chien-là va, s'il se mettait à, par exemple, aboyer, détruire dans la maison ou être malpropre, consultez votre vétérinaire, on va pouvoir vous aider. C'est pas dramatique, c'est pas une fatalité. Pareil, des chiens qui vont avoir un petit peu des difficultés au début avec des nouveaux chiens ou des gens, on peut tout à fait travailler sur ces problèmes-là. Et puis, il faut pas trop s'inquiéter parce que comme je vous disais, la plupart de ces chiens-là vont être très résilients et ils vont être juste contents de voir plus de monde et plus d'autres chiens pour jouer. Donc voilà. Par contre, effectivement, pour l'anxiété de séparation, on va peut-être en avoir quelques-uns qui vont avoir un petit peu plus de difficultés, mais nous aussi, hein, je pense, ça va être, tous les changements de routine, c'est toujours, ça prend toujours un petit temps d'ajustement et puis pour, l'immense majorité, des animaux ou des gens, ben, on finit par s'adapter. Effectivement, donc c'est de s'inspirer de notre propre expérience, de se mettre en fait nous-mêmes dans leurs pattes, si je pourrais dire, plutôt que souliers, pour s'y préparer en fait. Puis je voudrais aussi ajouter que dans le chat, il va y avoir aussi un lien là, qui peut aider les gens là, pour aller chercher des ressources là, sur le comportement de l'animal. Merci beaucoup, Marion, sur ce point. Renaud, il y a une loi aussi qui a été adoptée le 31 octobre 2020 sur le bien-être et la sécurité de l'animal. Elle stipule que la condition animale est devenue une préoccupation sociétale. Renaud, avant d'adopter, quel engagement doit-on prendre envers notre animal pour assurer ses besoins et pour aussi établir une saine relation avec lui? Donc, je mentionnais tout à l'heure au passage qu'il y avait une différence entre l'intervention assistée par l'animal et la possession d'un animal de compagnie. Mais je pense que dans les guides qui commencent à être plus nombreux actuellement, qui essaient de guider un peu la pratique de l'intervention, on peut trouver des pistes de réflexion très intéressantes qui s'appliquent autant au fait d'être propriétaire. Par exemple, lorsque on pense à l'animal en tant que ressource pour notre bien-être psychologique, puis qu'est-ce qu'il peut nous apporter. Puis c'est une de ces considérations-là qu'il faudra avoir, c'est l'idée que un animal, n'est pas une balle à stress, c'est pas un meuble qui se déplace, c'est vraiment un être, puis par conséquent, qui peut aussi vivre de la détresse, puis veut vivre du stress, qui peut, surtout quand il est beaucoup sollicité, puis qu'il faut apprendre à bien reconnaître ces signes-là, puis à être capable justement d'agir pour favoriser le bien-être de l'animal. Donc, c'est lorsqu'on décide de devenir propriétaire puis de coexister avec cet animal-là, il faut comprendre que on réfléchit en termes de qu'est-ce que ça nous apporte nous, mais il faut aussi avoir cette réflexion de qu'est-ce que nous pouvons apporter pour l'animal, comment on peut s'assurer que sa sécurité, que ses besoins soient reconnus. D'un autre côté, ce que nous présente l'intervention, puis je pense que la réalité que les gens qui ont adopté pendant la crise ont pu voir, c'est que l'adoption, ça s'improvise rarement. C'est un processus qui est complexe. Puis par conséquent, de rajouter un animal, de l'avoir avec nous, ça demande un certain nombre de planification puis de prévision. Puis que ce qui est recommandable, en fait, c'est même de ne pas attendre de rencontrer une crise pour prendre connaissance des ressources qui existent actuellement pour encadrer autant l'intervention que la possession d'animal de compagnie, de s'assurer d'avoir accès puis d'aller rechercher des ressources puis des informations de qualité de la part de professionnels, donc des sources reconnues. C'est des choses qui permettent de s'assurer vraiment que les choses se passent pour le mieux pour nous, pour l'animal, puis vraiment s'assurer que donc, ça soit bénéfique pour tout le monde, c'est sûr qu'il y ait le moins d'échecs possible. C'est sûr qu'il va y avoir toujours des imprévus du moment où on intègre un animal dans nos pratiques. Par contre, il y a des manières de minimiser comment
l'apparition de ces imprévus, de certains imprévus. Puis lorsque certains apparaissent, on peut s'assurer du moins d'avoir les ressources pour y faire face. Oui, puis j'ajouterais avec humour que dans le fond, c'est une relation à moyen terme et long terme pour quelques types d'animaux. Là. C'est quasiment un contrat de mariage de 10 ans minimum. Oui, oui, ben, il y a aussi de ce côté-là. C'est sûr que d'un point de vue d'une intervention pour par exemple, un patient potentiel, le chien n'est là que pour quelques instants lors de l'intervention, mais pour la personne pour le maître de l'animal, donc pour le maître chien, ou pour, dans le cas d'un animal de compagnie qu'on possède lorsqu'on est propriétaire, c'est un engagement à long terme. Puis pour certains animaux qui ont une longévité étendue, c'est un engagement à très long terme. Puis c'est cette considération-là qu'il faut maintenir en tête lorsqu'on prend l'animal. Parce que une fois qu'on a dans notre possession, c'est essentiellement notre responsabilité, comme tu en parlais justement au niveau de la loi. Il faut s'assurer qu'il y a un certain bien-être qui soit maintenu. Ça devient notre responsabilité, pas juste de, évidemment, le nourrir, le loger, mais de s'assurer vraiment que l'animal ne vive pas de la détresse, qu'on essaie le plus possible de lui faire donner la meilleure vie possible. Oui, tout à fait. Tout à fait. Merci, Renaud. Un animal, bien, ça demande une attention quotidienne, un engagement assumé et à long terme, comme on vient de le mentionner. Marion, qu'est-ce qui pourrait arriver chez un animal adopté sur un coup de tête quand la pandémie sera derrière nous? Est-ce que vous craignez qu'il y ait une hausse des abandons et que ça puisse avoir des impacts sur les refuges, mais aussi sur les travailleurs de la santé animale? Oui, alors, c'est sûr que c'est une inquiétude qu'on a, on s'inquiète surtout de l'impact sur les animaux eux-mêmes, en 1er lieu. Hem et effectivement, si le nombre d'animaux adoptés a augmenté à cause de la pandémie, surtout des adoptions pas bien planifiées, puisque comme Renaud expliquait très bien, c'est pas quelque chose à faire sur un coup de tête. On s'attend à ce qu'il y ait un effet rebond un petit peu des abandons. Ça va être important de le prévenir du mieux possible et ça passe par une éducation parce qu'il y a près de la moitié des abandons qui sont, faits à cause de problèmes comportementaux des animaux et ces problèmes-là peuvent très bien se traiter. Donc le nombre de gens qui abandonnent leur chat parce que, il fait pipi partout dans la maison, alors que souvent il y a des méthodes parfois très simples, pas dispendieuses, pas compliquées, de régler ces problèmes-là. Pareil, je vous disais l'anxiété de séparation, beaucoup de gens, ne pensent que leur chien ne sait juste pas rester tout seul et qu'il va être mieux avec quelqu'un d'autre et l'abandonnent alors qu'ils avaient un grand attachement à leur chien, alors qu'on peut très bien traiter ces maladies-là. Donc je pense qu'en éduquant les gens, on pourrait prévenir certains abandons. Évidemment, les gens qui ont acheté, peut-être des animaux sur un coup de tête pensant que c'était pas vraiment des êtres sensibles, mais des biens qu'on peut, vendre, revendre. C'est pas nécessairement des choses qu'on va pouvoir, prévenir, mais peut-être que pour le bien des animaux, ils seront peut-être mieux dans une autre famille qui leur offrira un meilleur bien-être de toute façon. Mais je pense qu'avec, beaucoup d'éducation, on va réussir à prévenir ça et puis il faut bien enfin, je pense qu'on est optimiste de dire qu'on va bientôt tout va revenir à la normale, mais je pense que ça va prendre du temps, je pense que ça va être progressif, je pense qu'on aura appris beaucoup de choses dans cette pandémie, comment travailler justement à domicile, donc peut-être, revoir aussi nos priorités. Donc j'espère que les gens, vont peut-être garder du temps de qualité avec leurs animaux, même quand, la majorité de la pandémie sera derrière nous et qu'on va pouvoir bénéficier de tout ça, plutôt que de dire qu'on reprend comme avant, on abandonne tous les animaux qui ont été adoptés. Non, je pense pas que ça va se passer comme ça. Je pense que ça va être, il va y avoir beaucoup de bénéfices, avec cette vague d'adoption. Oui, c'est un très bon point. Puis les abandons, c'est des fois, on est un peu extrême. On pense que les abandons, c'est un animal qu'on a abandonné dans la rue, mais ça peut être un abandon qui est fait, disons, après qu'on a réalisé qu'on a des allergies, qu'on a ramené au refuge, par exemple. Donc, il y a des abandons qui sont faits d'une façon correcte, si on veut, mais pour éviter d'en arriver là. Donc, il y a des ressources disponibles que les gens peuvent peuvent prendre connaissance. Tout à fait. Tout à fait, donc il y a plein de professionnels qui sont là pour aider et pour éviter parce que l'abandon est toujours
enfin très souvent, quand même une rupture du lien, homme-animal et c'est bon ni pour l'humain ni pour l'animal. Donc si on peut, trouver des solutions pour l'éviter, souvent c'est mieux. Mmh. Effectivement, c'est très bien dit. Merci beaucoup, Marion. Écoutez, c'est vraiment très, très intéressant. Je trouve que c'est un bel échange et on a discuté de plein de thèmes vraiment, vraiment intéressants. Et nous sommes rendus, en fait, à la période des questions. Je vous rappelle que vous pouvez transmettre vos questions en utilisant le bouton questions-réponses en bas de vos écrans. Je me tourne vers Amira pour savoir si nous avons des questions du public. Oui, effectivement, nous avons pas mal de questions. Je commencerai par celle de Pierre, qui nous informe qu'il a adopté un chien au début de la pandémie et le confinement lui a imposé une présence quasi constante à la maison, comme pour tout le monde, pour la majorité de nous tous. Il se demande si son chien peut développer une dépendance excessive à son égard, puis si oui, qu'est-ce qu'il devrait faire dans cette situation-là? Donc, peut-être, Marion, vous pouvez commencer à répondre, puis Renaud, vous pouvez rajouter si vous voulez. Bah, oui, tout à fait. Beh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se posent cette question, et de façon très juste. En fait, comment personnellement je vois les choses, c'est que pour moi, il y a pas d'attachement excessif, hein. C'est normal d'avoir un attachement, très fort avec nos animaux et je ne le vois absolument pas comme un problème. Quand un chien devient ce qu'on appelle dépendant ou montre des signes d'hyperattachement, souvent moi je vais regarder ces animaux-là et je vais en fait trouver qu'ils sont plutôt anxieux et que leur anxiété, leur demande de trouver des réponses dans leur humain, par exemple. Donc ils vont se reposer, Renaud l'a mentionné un petit peu, ils vont se reposer beaucoup sur leur propriétaire pour régler les problèmes qu'eux n'arrivent pas à résoudre dans leur tête. Donc quand il y a quelque chose qui leur fait peur, par exemple, hem ils vont aller se coller à leur humain pour, se rassurer. C'est pas une dépendance affective, c'est pas un problème du tout. C'est juste qu'ils ont peut-être, des peurs, qui doivent être adressées, donc il va falloir les désensibiliser, les réhabituer à ces choses-là et si l'animal souffre vraiment, comme, les animaux peuvent avoir des problèmes de santé mentale comme les humains, quand on a des cas d'anxiété sévère, donc des chiens qui vont avoir peur de tout, qui vont réagir à tous les bruits, le micro-ondes, sonne et votre chien, fait pipi par terre et il se colle à vous, ça c'est sûr que c'est pas normal. Donc quand le chien a des vrais problèmes d'anxiété, beh, il va falloir le traiter. Mais le traitement n'est jamais de détacher le propriétaire. En tout cas pour moi, c'est pas quelque chose qui est positif. On veut être attaché à nos animaux, cet attachement il est sain. Par contre, on va apprendre à l'animal à trouver des solutions par lui-même. Donc c'est pas que l'animal est trop dépendant, c'est que l'animal a peut-être, des petits manques, dans sa sociabilisation, dans son développement et quand on va combler ces manques-là, quand on va lui enseigner quoi faire dans les situations qui le stressent, et bien on va résoudre ça. Donc ils vont pas devenir trop dépendants, et puis on va pouvoir leur apprendre éventuellement à faire des choses tout seuls, à être bien tout seul, quand ce sera nécessaire. Génial, merci. Je ne sais pas, Renaud, est-ce que vous voulez rajouter un point à ce niveau? Je pense que l'expertise de Marion à ce sujet-là est, comment dire, est très parlante. Puis je pense que justement, l'expertise des professionnels qui existent, des médecins vétérinaires, puis toutes sortes des dresseurs canins, c'est vraiment une expertise sur laquelle on peut s'appuyer pour ce genre de situation-là. Puis pour s'assurer évidemment qu'on passe à travers cette expérience-là, donc que le chien se retrouve peut-être, on l'aide dans sa gestion de l'anxiété d'une façon comment dire, qui va nous aider nous, qui va permettre évidemment de diminuer ce problème-là. Puis au final, je pense, comme le disait Marion, que ce pas des problèmes qui sont coulés dans le béton. Mhm. Là, je pense que c'est des choses sur lesquelles justement on peut faire appel à des professionnels, tout à fait. Et pour revenir un peu plus tôt, peut-être c'est une question plus pour vous, là, Renaud. Nous avons une question de la part de Sabrina qui est en réflexion pour adopter un chien, surtout pour accompagner son enfant qui souffre d'un léger spectre de l'autisme. Comment cet animal, elle se demande d'ailleurs, comment cet animal de compagnie peut être un soutien émotionnel pour les enfants en général? De ce côté-là, en fait,
certain nombre de recherches vraiment intéressantes qui se font actuellement. C'est sûr qu'on n'a pas toutes les réponses de ce côté-là, mais ce qui est suggéré actuellement, c'est que le chien, le bénéfice que ça peut avoir pour certains enfants qui ont un trouble sur du spectre de l'autisme, c'est que le, il dépose comment dire, ses émotions sont peut-être plus faciles à lire pour certaines personnes qui ont de la difficulté avec la reconnaissance ou à gérer les émotions d'autres êtres humains. Puis donc, ça peut devenir un intermédiaire, donc une source de soutien, une présence rassurante qui n'a pas, encore une fois, certaines des complexités qu'aurait un être humain. Euh, je sais que de ce côté-là, il y a certains services qui s'offrent de plus en plus, comme par exemple la Fondation Mira actuellement a un beau projet en termes de chiens d'accompagnement qui accompagnent des enfants qui sont TSA. Puis que j'ai l'impression que de ce côté-là, il y a en fait des résultats qui sont intéressants. Je ne pourrais pas dire de façon extensive, évidemment, tous les bénéfices, mais je pense qu'en effet, pour certains enfants qui rencontrent des difficultés, qui se situe en termes par exemple, des interactions humaines, des interactions interpersonnelles, il y a un beau potentiel du chien en tant que ressource, en tant qu'aide. Puis de façon peut-être plus générale, il y a à différents niveaux, on souligne que la présence animale dans le développement de l'enfant, ça pourrait avoir certains bénéfices pour apprendre à l'enfant justement à, se responsabiliser, à comprendre les besoins des autres. Donc, je pense que ça peut être, évidemment, ça peut rentrer dans la balance, ça peut être une considération intéressante. Parfait, merci beaucoup Renaud. Nous avons une autre question de la part d'Isabelle qui nous demande comment pourrions-nous faire de l'éducation aux propriétaires ou futurs propriétaires sur l'implication de l'adoption d'un animal de façon préventive. Je pense que Marion, c'est plus pour vous cette question, donc je vous laisse y répondre. Bah, je pense qu'il y a un petit peu, je pense qu'on va pouvoir tous les 2 répondre. Moi, pour le côté animal, mais Renaud plus pour le côté humain parce que, c'est un couple, hein, une adoption, enfin un couple ou un groupe, familial qui se forme. L'animal qui vient rejoindre une famille ou une personne, il y a les 2 parties à prendre en considération donc je pense que c'est de bien réfléchir aux raisons qui nous poussent à adopter l'animal et à voir qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que c'est sûr que ça va fonctionner? Est-ce que, d'avoir des objectifs réalistes, de bien se renseigner parce que, les différentes races de chiens, vont correspondre à des personnes différentes. Si on veut un chien très actif ou si au contraire on est une personne âgée en fauteuil roulant, c'est pas la même chose que si on veut, un chien pour aller, faire de l'agility ou des compétitions ou même des concours de beauté avec le chien. Donc ça va être très important de se renseigner pour qu'on ait un chien qui, au niveau de son comportement au quotidien, nous corresponde à nos besoins et puis aussi de bien se renseigner, encore une fois, de l'aspect financier. Ça coûte cher un animal, un gros chien, ça peut coûter extrêmement cher juste en nourriture. Donc la nourriture, les vaccins, les frais vétérinaires, qu'est-ce qui se passe si notre animal, devient malade du jour au lendemain? Est-ce qu'on a les moyens de s'en occuper? Donc il y a quand même beaucoup de questions comme ça, qu'on peut aborder avec des gens qui se posent la question, d'adopter un animal. Peut-être aussi recommander de commencer avec un animal plus facile si les gens sont pas sûrs, qui veulent expérimenter, avant de prendre, un animal, qui va vivre, 15 ans, voire, 50, hein, pour un perroquet, si on va un peu dans les autres espèces. Donc ça peut être des engagements sur des durées extrêmement longues avec les chiens et les chats notamment. Peut-être d'y aller avec un animal plus petit, qui vit moins longtemps, qui va peut-être avoir des besoins moindres et surtout, coûter un petit peu moins cher. Quoique tous les animaux, peu importe lesquels, de quelle espèce il s'agit, sont tous des animaux, sensibles qui ont des besoins et qui peuvent avoir besoin d'un vétérinaire un jour. Donc c'est vraiment d'avoir une réflexion, de prendre son temps et encore une fois, comme Karine le disait, les coups de tête, c'est jamais, trop une bonne idée avec les animaux. Surtout le premier animal qu'on va avoir. Merci beaucoup. Renaud, est-ce que vous voulez compléter du côté un peu plus humain pour, pour cette C'est question? sûr que pour aller rejoindre puis de conscientiser les individus, c'est une tâche complexe parce que, encore une fois, comme on en parlait,
le phénomène de la possession d'animaux de compagnie, c'est un phénomène qui vient toucher toutes sortes de gens, qui ont toutes sortes de contextes de vie. Donc, c'est pas tout le monde qui adopte un animal avec les mêmes objectifs, puis qui est accès aux mêmes informations, forcément, bien que l'information, elle existe à l'extérieur. Donc, au niveau de quels outils on pourrait faire pour les informer, je pense qu'il y a toutes sortes de campagnes de sensibilisation, il y a toutes sortes de travail qui pourraient être fait pour tenter davantage d'aller chercher directement le public qui tente euh, de devenir propriétaire. Je pense qu'il y a déjà actuellement au niveau comment dire, au niveau des éleveurs qui sont professionnels, au niveau des professionnels qui gèrent des animaux, je pense qu'il y a déjà un beau travail pour tenter de s'assurer que les propriétaires soient conscients euh, soient conscients des risques, soient conscients de l'investissement que ça prend. Puis le problème, en fait, actuellement, je pense qu'on en parlait, Marion, c'est le fait que quand il y a vraiment une grosse demande, une grosse risque comme ça, puis qu'on se retrouve avec par exemple, des éleveurs qui sont moins consciencieux. Lorsqu'il y a un client potentiel qui arrive, il y a peut-être des risques justement que cette information-là, que cette soit pas transmise ou qu'il y a peut-être moins d'assurance qui soit faite que le prochain propriétaire soit vraiment adéquat pour prendre possession de l'animal. Donc, je pense que c'est un enjeu qui est assez complexe de tenter d'informer les gens, mais ça passe à travers vraiment une réalisation du fait que l'animal, c'est pas simplement une marchandise, c'est vraiment un être vivant qui vient avec un certain nombre de responsabilités. Puis le fait que c'est maintenant reconnu davantage dans la loi que ça l'était par le passé, je pense que c'est déjà un pas dans la bonne direction, en fait. Merci, très intéressant. Nous avons une autre question de la part de Pierre qui nous demande pensez-vous que le stress occasionné par le retour au bureau puisse se répercuter sur notre animal de compagnie? Donc, est-ce que notre propre stress peut engendrer du stress pour notre animal ou occasionner des troubles du comportement? Donc, est-ce que c'est dans la relation chien-humain? Oui, Marion. Ah oui, oui, tout à fait. En fait, les animaux, vont ressentir notre stress, hein. Renaud a bien expliqué que le chien en particulier, quand il au cours de sa domestication, c'est vraiment quelque chose qui est très différent d'avec le loup. Le chien nous lie extrêmement bien, probablement qu'il nous sent extrêmement bien aussi. On émet beaucoup de phéromones, qui eux, dans leur monde olfactif, savent très bien interpréter. Donc notre stress, va, être repéré par le chien qui ne va pas nécessairement comprendre pourquoi on est stressé, mais qui risque de s'inquiéter parce qu'en général, quand on est stressé, qu'il y a quelque chose qui est problématique dans l'environnement, donc peut-être que, ça pourrait être problématique pour eux. Par contre, en de là à engendrer des problèmes de comportement, rarement. Je veux dire les chiens qui sont, normaux, 95 des chiens, ils vont nous voir un peu stressés, bon, on va les rassurer, eux, ils vont diminuer notre stress et puis tout va bien aller. C'est sûr qu'un chien qui aurait une tendance, génétique à être anxieux déjà, qui aurait déjà peur d'un petit peu tout, avoir un propriétaire stressé, ça pourrait, hem, être encore un petit peu plus problématique pour lui. Mais c'est pas notre stress qui va induire de l'anxiété à nos animaux et puis je pense que ça va être difficile un petit peu de faire la part des choses entre notre stress du retour, au travail au bureau et le changement de routine parce qu'il va y avoir un énorme changement de routine associé à ça et ça, c'est sûr que c'est stressant pour les chiens comme pour nous tous. Donc ça va prendre quelques semaines probablement d'ajustement, mais par la suite, ça devrait tout à fait bien se replacer. Donc c'est toujours un petit peu la même chose quand on veut, communiquer avec les animaux de la bonne façon, de les rassurer, d'utiliser des techniques qu'on appelle en renforcement positif, donc récompenser les bons comportements, ça va vraiment les aider à traverser ces périodes de changement, le plus rapidement possible. Donc d'éviter de les punir, d'éviter si ils montrent des signes de stress ou d'inconfort dans ces périodes-là, de comprendre et puis de travailler à renforcer les bons comportements quand on va les voir et puis d'essayer de faire que les mauvais comportements qu'on ne veut pas voir soient moins probables en ajustant l'environnement, en fait. Donc et puis juste de comprendre que oui, ça va prendre quelques semaines pour eux aussi de se réajuster comme nous. Merci. Je vois que le temps file déjà. Je ne sais pas, Renaud, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose par rapport à cette question? Sinon, on peut prendre une dernière question par la suite. Non, je pense que Marion a vraiment très bien répondu à la question. Ça couvre pas mal tout, je pense, qu'il y a à dire à ce sujet-là.
Parfait, merci beaucoup. Et donc, la dernière question, on a une question de Anne. On a mentionné un peu plus tôt que la hausse des adoptions, peut engendrer une hausse, des abandons, donc dans les refuges. Elle se demande, est-ce qu'on pense déjà à une stratégie ou à comment, ceci sera géré? Comment nous assurer de bien gérer un peu les abandons par la suite? Puis, qu'est-ce qui pourrait être fait, pour aider les animaux surtout, dans cette, période si ça arrive, s'il y a une hausse, des abandons. Oui, alors on va essayer de travailler en amont évidemment, donc comme je disais un petit peu plus tôt pour, éviter les abandons qui ne sont pas, absolument nécessaires. Et puis après, ben, on a tout un réseau, hein, de gens qui travaillent extrêmement fort dans les refuges, les SPA, SPCA, tous les gens, toutes les associations de protection animale qui récupèrent des animaux abandonnés, s'en occupent. Donc c'est eux qui vont avoir besoin de notre soutien, financier et en temps aussi. On peut faire du bénévolat pour toutes ces associations, pour aller, sortir les chiens qui sont au refuge, pour pas qu'ils restent trop de temps dans leur cage. Donc on peut s'investir au niveau des refuges pour les aider. Je pense qu'effectivement, s'il y a après la vague d'adoption, si on a malheureusement une vague d'abandon qu'on n'arrive pas à juguler, autant qu'on l'aimerait, on va avoir besoin le réseau des refuges va avoir besoin d'aide. Hem mais ils sont très bien organisés déjà, donc je pense qu'ils vont être capables de faire face si le soutien, en bénévole et financier, est présent à ce moment-là. Génial. Merci beaucoup à tous les 2. Donc Karine, je te redonne la parole. Malheureusement, le temps, s'est écoulé pour la période des questions, donc je te laisse conclure, notre belle conférence. Merci beaucoup, Amira. C'est vrai que le temps passe vraiment, vraiment vite. Puis j'ai comme l'impression qu'une heure, c'est pas assez. On pourrait continuer à discuter ensemble encore pour au moins une bonne demi-heure. Mais avant qu'on se quitte, j'aimerais savoir, Dr Marion Desmarcheliers et Renaud Dufour, est-ce que vous auriez un petit mot de la fin à partager aux participants aujourd'hui? Peut-être Renaud pourrait peut-être débuter. Oui, bien sûr. Ben, de mon côté, je dirais que d'après ce qu'on voit dans la recherche actuellement, puis considérant à quel point les animaux coexistent avec nous à différents niveaux dans nos sphères de vie, il y a réellement un intérêt à poursuivre l'exploration sur les effets que ces interactions-là ont sur nous. Je pense entre autres, dans le cadre de mon doctorat, je m'intéresse surtout à une ressource qui est de plus en plus présente au Québec, qui est les chiens qui œuvrent en protection de la jeunesse. Puis au niveau de cette ressource-là, je pense qu'on voit beaucoup de beaux témoignages, comme on a probablement vu beaucoup de beaux témoignages qui sont issus de la crise sanitaire qu'on vit, qu'on a vécue, qu'on vit encore. Puis comment est-ce que ces animaux-là ont aidé des gens vraiment à passer à travers. Cependant, je pense que pour vraiment réaliser le potentiel de ces interactions-là, pour vraiment être capable de les évaluer justement, il faut avoir des attentes qui sont réalistes. Puis ça passe à travers justement le fait de mieux comprendre comment est-ce que qu'est-ce qu'on est capable d'apporter à l'animal, puis qu'est-ce que l'animal est capable de nous apporter. Merci beaucoup, Renaud. Marion, de votre côté? Oui, beh, je suis 100 d'accord, avec Renaud. Renaud qui m'a d'ailleurs fait réaliser beaucoup de choses, sur, le plan personnel, dans cette conférence. J'ai réalisé qu'effectivement, pendant le confinement, je me levais le matin pour aller sortir mes poules, sinon je serais probablement restée en pyjama. C'était l'étendue de mon activité physique et puis, même si les chiens nous encouragent à faire de l'activité physique, je dirais que mes chats m'ont encouragée à faire la sieste pour m'éloigner un petit peu des longues journées sur Zoom. Donc, je pense qu'ils nous ont apporté énormément et ils nous apportent toujours énormément nos animaux, mais pendant la pandémie, ça a été encore plus. Donc on leur doit bien de s'intéresser à leur bien-être et je pense que quand on regarde, les choses et la recherche future avec une approche une seule santé, on peut, tout à fait augmenter le bien-être des animaux en parallèle du bien-être des humains. Et c'est pas un choix, c'est pas l'un ou l'autre, on peut tout à fait, faire les 2 en parallèle, en travaillant côte à côte, comme on l'a fait aujourd'hui avec cette conférence.
Bien d'accord avec vous et je trouve que vous avez très bien conclu tous les deux. Merci grandement pour avoir si généreusement accepté de partager votre expérience et votre expertise aussi. Donc, au sein du réseau des diplômés et des donateurs, nous, ça nous fait toujours plaisir de mettre de l'avant de beaux parcours comme les vôtres. Donc, un grand merci pour votre participation. Membres du public, merci d'avoir été des nôtres. J'espère que vous aussi, vous avez apprécié le sujet de la conférence. Je vous invite en ce moment à prendre une petite minute pour répondre à un court sondage qui vous sera partagé à l'instant dans la section clavardage au fil de discussion. Votre opinion va nous permettre d'offrir du contenu qui va vous intéresser. Aussi, si vous avez apprécié l'événement d'aujourd'hui, il ne faut absolument pas manquer la prochaine activité virtuelle qui s'intitule Relations humaines et amoureuses, impact de la pandémie dans nos vies, qui aura lieu le 19 mai prochain, dès midi. La conférence virtuelle va faire le point sur les relations humaines et amoureuses en temps de pandémie et les impacts de la crise sanitaire sur nos relations post-pandémie. Vous pourrez aussi retrouver les détails de toute notre programmation sur le site web du Réseau des diplômés et des donateurs de l'Université de Montréal à réseau.umontréal.ca. Le lien sera partagé en ce moment dans le fil de discussion. Puis pour terminer, j'aimerais dire un merci spécial à mes collègues et complices, dont Amira Amrad, pour la co-organisation. Merci Amira. Merci à toi, puis merci à nos deux invités. C'était très, très intéressant. Oui, tout à fait. Merci. Je voudrais aussi dire un merci spécial à David Letke pour son soutien et ses conseils pendant que Amira et moi, on planifiait l'événement. Merci aussi à Sylvain Lacerte-Gagnon qui a généreusement accepté de gérer le chat aujourd'hui. Et merci aussi à Vincent Martin et à toute son équipe du groupe de couverture de l'événement de l'Université de Montréal. Sans vous, cet événement virtuel n'aurait pas eu lieu. Et je voudrais aussi faire un dernier merci à la Faculté de médecine vétérinaire et à la Faculté des arts et des sciences pour leur soutien dans la promotion de l'événement. Donc, au nom du réseau des diplômés et des donateurs de l'Université de Montréal, merci beaucoup pour votre participation et on se dit à la prochaine.